C'est l'histoire d'Olivier, 7 ans, un orphelin qui se rendait chaque jour sur un terrain vague en répétant « Tante Catherine respire sous terre ». Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les adultes le croyaient malade et s'apprêtaient à le faire interner. Mais lorsqu'ils décidèrent de vérifier ses dires, une pluie d'automne tambourinait déjà sur les fenêtres de l'orphelinat Espoir, situé à la périphérie d'une petite ville. Dans la salle de jeu, où les autres enfants jouaient bruyamment à des jeux de société et regardaient des dessins animés, Olivier, 7 ans, était assis dans un coin, le front pressé contre la vitre froide. Ses yeux sombres, qui semblaient trop mûrs pour son jeune visage, suivaient passivement les gouttes de pluie qui ruisselaient le long de la fenêtre. « Olivier, viens jouer avec nous !» cria Vodka, 10 ans, en agitant un pistolet jouet. Mais le garçon ne tourna même pas la tête. Il semblait exister dans son propre monde, inaccessible à ceux qui l'entouraient. Stella, une puéricultrice d'une quarantaine d'années aux yeux bruns et au visage doux, s'approcha d'Olivier et s'assit délicatement à côté de lui. Elle travaillait à l'orphelinat depuis 15 ans et avait vu de nombreuses vies brisées, mais ce garçon la touchait particulièrement. « À quoi penses-tu, mon petit soleil ?» demanda-t-elle doucement en lissant ses cheveux sombres et ébouriffés. Olivier tourna lentement son regard vers elle. Il y avait une telle tristesse dans ses yeux que le cœur de Stella se serra. « Maman viendra me chercher un jour » murmura-t-il à peine. Stella connaissait toute l'histoire d'Olivier. Il avait été amené ici 3 mois plus tôt, après la mort de sa mère d'une grave intoxication alcoolique dans leur petit appartement. La femme buvait depuis plusieurs années, depuis que son mari la maltraitait et la trompait avec des voisines. Cette nuit fatidique, elle avait bu une bouteille de whisky et ne s'était jamais réveillée. Le petit garçon de 7 ans était resté 2 jours aux côtés du corps de sa mère, jusqu'à ce que des voisins, alertés par l'odeur, appellent la police. Le père d'Olivier, Victor, en apprenant la mort de sa femme, s'était saoulé et avait provoqué une bagarre dans un bar. Il avait cassé le nez d'un client et arraché les dents d'un autre. Arrêté, il avait été condamné à 3 ans de prison pour vandalisme et coups et blessures. Olivier n'avait pas d'autres proches. Ses grands-parents étaient décédés avant sa naissance, et ses tantes avaient refusé de s'occuper d'un enfant problématique. « Ta maman ne peut pas venir, Olivier » dit doucement Stella en lui serrant les épaules. « Mais tu sais qu'on t'aime, et qu'il y aura une famille qui voudra t'adopter. » Olivier secoua la tête. Durant ces 3 mois à l'orphelinat, plusieurs parents potentiels étaient venus, mais ils avaient tous choisi des enfants plus extravertis, souriants, des enfants normaux. Olivier restait renfermé et étrange. Il pouvait passer des heures en silence, puis soudainement parler de choses qui effrayaient les adultes. « Tante Stella, sais-tu qu'il y a des gens qui pleurent sous terre ?» demanda-t-il sans quitter la fenêtre des yeux. Un frisson parcourut l'échine de Stella. Olivier posait régulièrement de telles questions qui la laissaient toujours perplexe. À ce moment-là, la directrice de l'orphelinat, Charlotte, entra dans la pièce. C'était une femme d'une 50aine d'années au visage sévère et aux cheveux gris tirés en un chignon serré. Elle faisait partie de ces personnes pour qui l'ordre et la discipline passaient avant les sentiments. « Stella, je dois vous parler » dit-elle sèchement en lançant un regard désapprobateur à Olivier. La puéricultrice embrassa le garçon sur la tête et suivit la directrice dans son bureau. Charlotte ferma la porte et alla droit au but. « J'ai reçu une réponse du centre régional. Il y a une place dans un pensionnat spécialisé pour enfants ayant des troubles du développement. Je pense que nous devrions transférer cet enfant. Olivier. » Charlotte, mais le garçon n'a pas de troubles mentaux, objecta Stella. Il a juste traversé un grave traumatisme. Il a besoin d'amour et de compréhension, pas d'isolement. Amour et compréhension, ricana la directrice. Stella, vous voyez bien comment il se comporte. Ces histoires étranges sur des voies sous terre, ce silence constant, ce refus de jouer avec les autres enfants. Il effraie les parents potentiels. En 3 mois, personne n'a voulu de lui. Et ses dessins? Avez-vous vu ce qu'il dessine? Des cercueils, des squelettes, des sortes de labyrinthes souterrains? Ce n'est pas normal pour un enfant de 7 ans. Stella savait ce que la directrice voulait dire. En effet, les dessins d'Olivier étaient étranges et effrayants, mais elle y voyait non pas un signe de maladie mentale, mais le reflet d'un profond traumatisme infantile. « Donnez-lui un peu plus de temps » la supplia-t-elle. « Peut-être qu'il s'ouvrira, qu'il commencera à faire confiance aux gens. » « On n'a pas le temps » la coupa Charlotte. « Nous avons une liste d'attente d'enfants normaux qui ont besoin de place, et ce garçon ne nous cause que des problèmes. Hier encore, il a fait peur aux plus petits en leur parlant de mort sous terre.
l'infirmière Rosemary s'est plainte que les enfants ont maintenant peur de sortir. Des rires résonnèrent dans le couloir, et Stella pensa qu'Olivier ne riait jamais. Et depuis qu'elle le connaissait, elle n'avait jamais vu un sourire sur son visage. Le garçon semblait porter un poids insupportable qu'il ne pouvait partager avec personne. « Je vais préparer les documents », continua la directrice. « La semaine prochaine, ils viendront le chercher. Là-bas, il sera avec d'autres enfants comme lui et nous n'aurons pas à expliquer aux visiteurs pourquoi nous avons un enfant avec des problèmes mentaux. » Stella ressentit un serrement au cœur pour le garçon. Elle imagina Olivier dans les murs gris de l'institution spécialisée, entouré d'enfants réellement malades, et comprit qu'elle ne pouvait pas le permettre. « Charlotte, peut-être devrions-nous d'abord le faire voir à un psychologue ? Avoir une évaluation officielle, suggéra-t-elle. « Pourquoi perdre du temps et de l'argent ?» claqua la directrice, irritée. « C'est évident. Les enfants normaux ne se comportent pas comme ça. » Quand Stella revint dans la salle de jeu, Olivier était toujours sur le rebord de la fenêtre, mais il dessinait tranquillement dans son cahier usé. La puéricultrice s'approcha et vit un nouveau dessin étrange. Sous terre, dans une boîte en bois, une femme aux yeux grands ouverts était allongée. De petits trous étaient dessinés au-dessus de la boîte. « Olivier, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. Le garçon leva ses yeux sérieux vers elle. « Tati est allongée là-dedans. Elle a peur et elle souffre. Elle respire, mais très, très doucement. Bientôt, elle pourrait s'arrêter. » Un frisson parcourut l'échine de Stella. Il y avait quelque chose dans la voix du garçon et dans sa certitude qui la poussa à croire qu'il ne disait pas cela sans raison. Le lendemain matin, dès que les enfants furent autorisés à jouer après le petit déjeuner, Olivier, comme à son habitude, se glissa discrètement hors du bâtiment et se dirigea vers le terrain vague. Ce terrain était à environ 200 mètres de l'orphelinat, derrière une clôture rouillée où le garçon se glissait facilement. On avait autrefois prévu d'y construire une nouvelle aile pour l'orphelinat, allant même jusqu'à couler les fondations et apporter des matériaux de construction, mais les fonds régionaux avaient disparu. La construction avait été gelée, puis complètement abandonnée. Maintenant, il n'y poussait que des mauvaises herbes, des tuyaux rouillés et des morceaux de béton gisaient autour, et de l'ancienne fosse de fondation il ne restait que des trous irréguliers envahis par les mauvaises herbes. Olivier marcha à travers les broussailles, ignorant les gratons qui s'accrochaient à ses vêtements, et s'arrêta près d'une petite clairière entre deux bouleaux. L'endroit n'avait rien de différent de son environnement, même sol piétiné, même feuilles jaunes tombées des arbres. Mais le garçon s'immobilisa comme s'il avait entendu quelque chose d'important. Il s'agenouilla et pressa son oreille contre le sol. Pendant plusieurs minutes, Olivier resta immobile, écoutant attentivement. Puis il se releva et murmura doucement, « Tati, je sais que tu es là. N'aie pas peur. Je vais trouver quelqu'un pour t'aider. » À ce moment-là, Stella, qui était sortie à la recherche du fugitif, l'aperçut. Elle s'approcha doucement, essayant de ne pas l'effrayer. « Olivier, qu'est-ce que tu fais ici ? Tous les autres enfants jouent dehors, et tu t'es encore enfui. » Le garçon leva ses yeux sérieux vers elle. « Tante Stella, elle est là, sous terre. Tu entends ? Elle respire, mais très faiblement. De plus en plus faiblement chaque jour. » Stella s'assit à côté de lui et pressa aussi son oreille contre le sol. Elle n'entendit rien, à part le bruit lointain des voitures sur la route et le bruissement des feuilles dans le vent. « Olivier, il n'y a personne. C'est juste la terre. »« Non, » dit le garçon d'une voix perçante. « Elle est là, dans une boîte en bois. Elle a peur et veut rentrer chez elle, chez ses enfants. Elle a une fille, toute petite. » Un frisson parcourut l'échine de Stella. Les mots d'Olivier étaient prononcés avec une telle conviction et des détails si précis qu'il était impossible de ne pas le croire. « Comment sais-tu cela » demanda-t-elle doucement. « Je sais, c'est tout » haussa les épaules Olivier. « Comme je sais qu'il pleuvra demain, ou que tante Clava la cuisinière va préparer des tartes aux choux aujourd'hui. » Et en effet, la veille, le garçon avait prédit avec précision que leur cuisinière préférée préparait des tartes aux choux, alors que le menu affichait un ragoût. Ils retournèrent à l'orphelinat, où tous les employés cherchaient déjà Olivier. La directrice Charlotte les accueillit dans le couloir avec un air mécontent. Il s'est encore enfui sur ce terrain vague. « Stella, je vous avais dit que ce garçon est instable. Hier, l'infirmière l'a vu parler tout seul, agenouillé au milieu de l'herbe. »« Je ne parle pas tout seul, » murmura Olivier en retour. « Je parle à Tati. Celle qui est sous terre. » Charlotte leva les yeux au ciel. « On y retourne. Olivier, combien de fois dois-je te dire qu'il n'y a personne sous terre ? C'est ton imagination. » « Ce n'est pas de l'imagination, » répondit obstinément le garçon.
Elle est allongée là-dedans, dans une boîte en bois. Des cheveux sombres, un manteau blanc. C'est une infirmière à l'hôpital et elle s'appelle Catherine. À ces mots, l'expression de Charlotte changea. Une semaine plus tôt, une station de radio locale avait diffusé une alerte concernant une infirmière disparue de l'hôpital de la ville, Catherine Butler. La femme avait disparu alors qu'elle rentrait chez elle après son service de nuit. La police et des bénévoles l'avaient cherchée, mais sans succès. « Comment sais-tu pour l'infirmière » demanda sèchement la directrice. Olivier la regarda avec surprise. « Tout le monde ne le sait pas ? Elle est là, sous terre. Il ne lui reste pas beaucoup de temps pour respirer. » Le soir, lorsque les enfants furent couchés, Olivier ressortit son carnet et se mit à dessiner à la lueur d'une veilleuse. Cette fois-ci, il représenta une femme en manteau blanc allongée dans une étroite boîte en bois. À côté, il dessina de petits trous et les étiqueta d'une écriture enfantine et bancale, pour respirer. Sur le dessin suivant, la même femme était représentée, mais ses yeux étaient fermés, et les trous étaient ombrés. « Olivier, qu'est-ce que ça veut dire » demanda Stella en s'approchant. « Bientôt, les trous seront remplis de terre par la pluie, » expliqua le garçon. « Et tante Catherine ne pourra plus respirer. » Dehors, la pluie se mit en effet à tomber, alors que le soleil avait brillé le matin. Le troisième jour, Olivier devint encore plus agité. Il refusait de manger, ne jouait pas avec les autres enfants et faisait seulement les 100 pas en marmonnant. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit soleil » demanda Stella, inquiète. « Tante Catherine respire très faiblement » murmura le garçon. « S'il ne la trouve pas aujourd'hui, il sera peut-être trop tard demain. » Il se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le terrain vague et fixa longtemps la direction où il s'arrêtait chaque jour pour écouter la terre. Elle est là, seule dans le noir. Elle a froid et elle a peur. Elle pense à sa fille Zara et elle pleure. Le cœur de Stella se serra à ces mots. Le garçon parlait avec une telle douleur, comme s'il vivait lui-même toute cette souffrance. Ce soir-là, alors que Stella couchait les enfants, Olivier lui attrapa soudain la main. « Tante Stella, tu peux parler aux hommes en uniforme, ceux qui cherchent les gens méchants. »« Tu veux dire la police » demanda-t-elle. « Oui » répondit Olivier sérieusement. « Peut-être qu'ils croiront que tante Catherine est sous terre. » Stella regarda le visage de l'enfant, ses yeux tristes d'adulte, et pensa soudain. Et s'il ressentait vraiment quelque chose ? Et si ce n'était pas une imagination malade, mais une capacité spéciale ? Elle ne put dormir de la nuit, repensant aux mots du garçon. Au matin, Olivier l'approcha avec un nouveau dessin. Cette fois, il représenta un homme barbu portant le corps inerte de la femme en manteau blanc. « C'est tonton Earl » expliqua Olivier. « Il est méchant. Il a enterré tante Catherine parce qu'elle ne voulait pas être son amie. » Stella prit le dessin de ses mains tremblantes. Les détails étaient étonnamment précis. Même les traits du visage de l'homme étaient dessinés très clairement pour un enfant de 7 ans. « Olivier, sais-tu où habite ce tonton Earl » Le garçon secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais il vient parfois la nuit à cet endroit et écoute si tante Catherine respire encore. » À ce moment-là, Stella prit une décision qui allait changer de nombreuses vies. Elle rassembla soigneusement tous les dessins d'Olivier, prit sa main et dit « Olivier, nous allons à la police. Peut-être qu'ils nous écouteront. » Après le déjeuner, Stella demanda quelques heures de congé à la directrice, prétextant des affaires urgentes. Charlotte fronça les sourcils, mais la laissa partir. La puéricultrice plaça soigneusement les dessins d'Olivier dans une pochette et se dirigea vers le poste de police de la ville, situé dans un vieux bâtiment à 2 étages au centre-ville. En chemin, elle s'arrêta plusieurs fois, doutant de la justesse de sa décision. Que vais-je leur dire ? Qu'un orphelin de 7 ans entend des voix sous terre ? Ils vont me prendre pour une folle. Mais quelque chose en elle, une sorte d'instinct maternel, lui chuchotait qu'elle devait essayer. Le bureau de service sentait la fumée de tabac et l'air vicié. Derrière un bureau en bois usé était assis le sergent Léon, un homme d'une 40aine d'années au visage fatigué et aux yeux gentils. Il leva les yeux de ses papiers lorsque Stella entra dans le bureau. « J'écoute » dit-il en posant son stylo. Stella joua nerveusement avec la pochette de dessin. Les mots ne sortaient pas dans le bon ordre. « Vous voyez, il y a un garçon à l'orphelinat. Olivier, il a 7 ans. » Commença-t-elle avec hésitation. « Il dit des choses étranges sur quelqu'un qui respire sous terre. » Le sergent Léon l'étudia attentivement. « Et que voulez-vous de moi exactement ?»« Il dessine » dit Stella en sortant le premier dessin de la pochette et en le posant sur le bureau. « Il dit qu'elle s'appelle Catherine. Que c'est une infirmière. »
Le dessin représentait une femme dans une boîte en bois sous terre. Léon y jeta un coup d'œil et secoua la tête, sceptique. « Madame, les enfants dessinent toutes sortes de choses. Mon petit-fils a aussi une imagination débordante. Parfois, il dessine des robots, parfois des dragons. » Mais Olivier a mentionné des détails précis, insista la puéricultrice. Il dit qu'elle a une petite fille, qu'elle a disparu en rentrant du travail. À ces mots, l'attention du sergent s'aiguisa. Il se souvenait de l'alerte concernant l'infirmière disparue, Catherine Butler. La femme avait en effet disparu il y a une semaine en rentrant de son service de nuit. Elle avait une fille de 3 ans. « Montrez-moi d'autres dessins », demanda-t-il en se penchant sur le bureau. Stella étala toutes les œuvres d'Olivier devant lui. L'une représentait une femme en blouse blanche allongée dans une boîte en bois exigu avec de petits trous sur le dessus. Une autre montrait un homme barbu portant un corps inerte. La troisième représentait le même endroit, mais les trous étaient ombrés et le visage de la femme était devenu gris. « Le garçon prétend qu'il sait où elle se trouve », ajouta Stella doucement. Le sergent Léon étudia les dessins pendant un long moment, en fronçant les sourcils. Les détails étaient étonnamment précis. Il fut particulièrement frappé par le portrait de l'homme barbu. Les traits du visage étaient si clairement dessinés qu'on aurait pu faire un portrait robot. « Où est ce garçon maintenant » demanda-t-il. « À l'orphelinat. Je peux l'amener ici si c'est nécessaire. » À ce moment-là, le capitaine de district Clint entra dans le bureau. Un homme d'environ 35 ans, grand, avec des yeux gris perçants. C'était lui qui menait les recherches pour retrouver l'infirmière disparue. « Léon, qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il. Remarquant les dessins étalés sur le bureau, le sergent expliqua brièvement la situation. Le capitaine Clint prit l'un des dessins et l'examina de près. « Intéressant » murmura-t-il. « Le garçon a-t-il dit où cela aurait pu se passer ?»« Il va tous les jours sur un terrain vague près de l'orphelinat » répondit Stella. « Il s'agenouille toujours au même endroit et dit qu'il entend quelqu'un respirer sous terre. » Clint et Léon échangèrent un regard. En une semaine de recherche, ils avaient passé la ville et ses environs au peigne fin, mais avaient négligé le terrain vague près de l'orphelinat. L'endroit semblait trop ouvert et trop proche des habitations. « Et le garçon a-t-il dit quelque chose sur le coupable » demanda prudemment le capitaine. Stella montra le dessin de l'homme barbu. Il l'a appelé Tonton Earl. Il a dit qu'il avait enterré l'infirmière parce qu'elle ne voulait pas être son amie. À la mention d'Earl, l'expression de Clint changea. Il se dirigea rapidement vers un meuble et en sortit un épais dossier de fichiers. « Earl Parker » murmura-t-il en feuilletant les documents. Ancien patient d'hôpital psychiatrique. Il y a quelques mois, il y a eu des plaintes selon lesquelles il harcelait le personnel médical, en particulier les jeunes infirmières. Il sortit une photographie et la posa à côté du dessin de l'enfant. La ressemblance était frappante. La même barbe, la même forme d'yeux. Même la cicatrice sur le front était fidèlement représentée. « Mon Dieu » murmura le sergent Léon. Stella sentit ses genoux faiblir. Alors, Olivier n'imaginait pas tout cela. D'une manière ou d'une autre, il savait la vérité. « Où est Parker maintenant » demanda le capitaine en se tournant vers Léon. Il vit dans un appartement loué à la périphérie de la ville. Nous l'avons déjà interrogé dans le cadre de la disparition de Catherine, mais il avait un alibi. Les voisins ont confirmé qu'il était chez lui toute la nuit. Les voisins pourraient se tromper, dit Clint pensivement. Ou il les a soudoyés. Stella sortit le dernier dessin qu'Olivier avait fait ce matin-là. Le garçon dit que si elle n'est pas retrouvée aujourd'hui, il sera peut-être trop tard demain. Il a dessiné cela ce matin. Le capitaine Clint étudia le dessin pendant un long moment, puis se leva, déterminé. « Léon, rassemblez l'équipe. Nous allons sur ce terrain vague et amener des pelles. »« Vous allez vraiment creuser la terre sur la base de dessins d'enfants » demanda le sergent, surpris. « Que avons-nous à perdre » répondit Clint. « Nous cherchons Catherine depuis une semaine sans résultat. S'il y a la moindre chance ?» Il se tourna vers Stella. « Vous pouvez amener le garçon sur le terrain vague. Laissez-le nous montrer l'endroit exact. » La puéricultrice hocha la tête, bien que son cœur batte d'anxiété. Et s'il ne trouvait rien ? Et si Olivier était simplement malade et qu'elle avait cru à ses fantasmes pour rien ? Et si le corps est vraiment là ? demanda-t-elle doucement. Alors nous sauverons une vie, dit fermement le capitaine. Si le garçon a raison et qu'elle est toujours en vie, chaque minute compte. Une demi-heure plus tard, un petit groupe de 3 officiers, Stella et Olivier, se dirigea vers le terrain vague.
Le garçon marchait devant, menant les adultes avec assurance à travers les mauvaises herbes jusqu'à l'endroit familier entre deux bouleaux. Ici, dit-il doucement, s'arrêtant dans une petite clairière. Tante Catherine est là. Elle respire très, très doucement. Le capitaine Clint examina attentivement l'endroit. Le sol semblait en effet avoir été récemment travaillé, bien que des feuilles et des branches aient été utilisées pour le recouvrir. Commençons à creuser, ordonna-t-il. Le capitaine sortit 2 pelles et une sonde métallique du coffre de la voiture de service. Le vent d'automne faisait bruisser les feuilles jaunies des bouleaux, et des nuages gris couvraient le ciel, annonçant la pluie. Ils étaient seuls sur le terrain vague. Au loin, les fenêtres de l'orphelinat étaient visibles, où les enfants se préparaient pour leur goûter. « Olivier, es-tu sûr que c'est exactement ici ?» demanda de nouveau le capitaine, regardant le garçon qui se tenait à côté de Stella, lui tenant fermement la main. Le garçon de 7 ans hocha la tête et s'agenouilla, pressant son oreille contre le sol. Après quelques secondes d'écoute attentive, il leva la tête. Tante Catherine est là. Elle respire à peine. Elle a très peur. Le sergent Léon et un autre officier, Dwight, échangèrent des regards dubitatifs. Il leur semblait toujours absurde de creuser la terre sur la base de dessins d'enfants et de fantasmes. « Capitaine, peut-être devrions-nous d'abord vérifier l'alibi de Parker, suggéra Léon. « On creuse, répondit fermement Clint en prenant une pelle. Si le garçon a raison, chaque minute compte. Les premiers coups de pelle résonnèrent sur le terrain vague. Le sol était mou, récemment travaillé, bien que soigneusement dissimulé avec des feuilles mortes et des branches. En une demi-heure, ils avaient creusé environ 1 mètre. Rien encore, grommela l'officier Dwight, essuyant la sueur de son front. Olivier resta immobile tout le temps, ses yeux fixés sur le trou. Soudain, il dit avec anxiété, « Creusez plus vite. Elle ne respire presque plus. Encore un peu et il sera trop tard. » Il y avait une telle urgence et une telle certitude dans sa voix que les officiers accélérèrent inconsciemment leur rythme. Stella serra le garçon dans ses bras, le sentant trembler de tout son corps. Lorsque le trou atteignit 1,5 mètre de profondeur, la pelle du sergent Léon frappa quelque chose de dur. Le bruit sourd fit tout le monde se figer. « Il y a quelque chose !» s'écria Léon. Maintenant, tous les 3 creusaient avec une énergie renouvelée, dégageant soigneusement la terre avec leurs mains. Progressivement, des planches commencèrent à apparaître sous la saleté. Une boîte en bois, grossièrement construite, de la taille d'un cercueil, gisait dans la fosse, enterrée sous la terre. « Mon Dieu !» murmura Stella, serrant Olivier contre elle. Le capitaine Clint sortit une lampe de poche et l'éclaira sur le couvercle en bois. Il y avait vraiment de petits trous percés pour l'air, exactement comme sur les dessins de l'enfant. Certains trous étaient déjà obstrués par de la terre. « Il y a quelqu'un là-dedans ?» cria le capitaine, tapotant sur le couvercle. Un coup faible, à peine perceptible, vint de l'intérieur en réponse. « Elle est vivante !» s'écria Léon. « Vite, ouvrez !» L'officier Dwight courut à la voiture chercher un pied de biche pendant que les autres commençaient à dégager la boîte de tous les côtés avec leurs mains. La terre volait dans toutes les directions. Olivier s'approcha de la fosse et dit doucement, « Tante Catherine, n'aie pas peur. Ils vont te sortir de là. » Lorsque la boîte fut complètement dégagée, le capitaine Clint souleva délicatement le couvercle avec un pied de biche. Les planches de bois craquèrent sous la pression. Une odeur suffocante d'humidité et de corps humain frappa tout le monde. À l'intérieur, dans l'espace exigu, gisait une femme en blouse médicale blanche et sale. Catherine était vivante, mais dans un état critique. Son visage était pâle comme de la craie, ses lèvres bleuâtres par manque d'oxygène, et ses yeux grands ouverts par la terreur. Ses cheveux étaient emmêlés de sueur et de saleté. « Catherine !» cria le capitaine, reconnaissant l'infirmière. « Vous m'entendez ?» La femme tourna lentement la tête vers lui. Ses lèvres bougèrent, mais à peine un son ne sortit. « Ma fille » murmura-t-elle faiblement. « Appelez une ambulance immédiatement » ordonna Clint. Le sergent Léon courut à la voiture pour contacter les services d'urgence par radio. Le capitaine aida doucement Catherine à se relever. Elle était si faible qu'elle ne pouvait pas tenir debout seule. « Qui m'a trouvé ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Stella poussa Olivier en avant. « Ce garçon, Olivier. Il vous a entendu respirer sous terre. » Catherine regarda le petit garçon de 7 ans avec un regard vide. Puis des larmes coulèrent le long de ses joues salies par la terre. « Merci, mon petit. Je pensais que j'allais mourir ici. » 20 minutes plus tard, l'ambulance arriva. Les médecins furent choqués par l'état de la patiente.
8 jours dans un espace souterrain confiné avec un minimum d'air, sans nourriture ni eau. Qu'elle ait survécu était un véritable miracle. Encore quelques heures et il aurait été trop tard, dit un médecin au capitaine Clint. Son corps est à la limite. Déshydratation critique. Pendant que les ambulanciers préparaient Catherine pour le transport, le capitaine l'interrogea sur son ravisseur. « Catherine, qui vous a mis ici ?» « Earl Parker », dit-elle avec difficulté. « Un ancien patient psychiatrique qui me harcelait depuis des mois. » « Où cela s'est-il passé ?»« Je rentrais de mon service de nuit. Il m'attendait à l'entrée et m'a frappé à la tête avec quelque chose. Je me suis réveillé déjà ici. » Catherine expliqua que Parker était venu plusieurs fois à la boîte, apportant de petites quantités d'eau et de pain à travers les trous d'air. Il lui avait dit qu'il la sauverait si elle acceptait de devenir sa femme. Il a dit que si je refusais, il remplirait les trous de terre. Il n'est pas venu hier. Le capitaine Clint comprit immédiatement. Parker avait apparemment décidé de mettre sa menace à exécution et avait déjà commencé à boucher les trous d'air. Lorsque l'ambulance emmena Catherine à l'hôpital, les officiers inspectèrent à nouveau la scène du crime. Dans la boîte, ils trouvèrent plusieurs des effets personnels de l'infirmière, son sac à main, sa montre, son alliance et une note écrite au crayon sur un morceau de bandage. « Si je meurs, sachez que cela a été fait par Earl Parker. S'il vous plaît, donnez ma fille Zara à ma grand-mère. » « Allons chercher Earl », dit le capitaine d'un ton décidé. Earl Parker fut arrêté dans son appartement loué 1 heure plus tard. Il n'offrit aucune résistance. Son trouble mental l'empêchait de comprendre la gravité de ses actes. Il croyait sincèrement qu'il s'occupait de l'infirmière, la sauvant du mauvais monde. « Je ne voulais pas la tuer », dit-il lors de l'interrogatoire. « Je voulais qu'elle comprenne à quel point je l'aime pour qu'elle accepte de devenir ma femme. » Dans son appartement, ils trouvèrent des photographies de Catherine qu'il avait secrètement prises près de l'hôpital, ainsi qu'un journal avec des notes sur son horaire de travail et ses projets pour la sauver. Une fois toutes les formalités accomplies et Parker envoyé en détention provisoire, le capitaine Clint s'approcha d'Olivier, qui avait tout regardé en silence. « Olivier, tu es un vrai héros », dit-il en s'accroupissant à la hauteur du garçon. « Tu as sauvé une vie. » Le garçon le regarda sérieusement. « Tonton Earl n'enterrera plus personne ? » « Non, il ne le fera plus. Il est en prison. » Olivier hocha la tête et prit la main de Stella. « Tante Stella, on peut rentrer à la maison maintenant ? Je suis fatigué. » Sur le chemin du retour à l'orphelinat, la puéricultrice demanda « Olivier, comment savais-tu tout ça ?» Le garçon fit une pause, réfléchissant. « Je ne sais pas. J'ai juste entendu ses pleurs sous terre. Et j'ai vu en rêve comment tonton Earl l'avait mise là. » Stella lui serra la main plus fort. Elle était maintenant certaine que cet enfant spécial ne devait pas être envoyé dans un pensionnat spécialisé. Il avait sauvé une vie, et pour cela, il ne pouvait pas être puni par l'isolement du monde. Le lendemain, toute l'histoire du sauvetage de l'infirmière devint la nouvelle principale de la radio locale et des journaux. Le matin, Stella alluma la radio dans la salle du personnel et entendit la voix joyeuse du présentateur. Hier, grâce aux efforts coordonnés du service de police de la ville, l'infirmière de l'hôpital de la ville, Catherine, qui était retenue captive depuis 8 jours, a été libérée. Le capitaine Clint et son équipe ont fait preuve d'un véritable professionnalisme et d'héroïsme lors de l'opération de sauvetage. Le criminel a été appréhendé et a fait des aveux complets. Le présentateur parla en détail du courage des policiers, de l'habileté des médecins qui avaient sauvé la vie de la femme, et de l'efficacité de l'équipe d'enquête. Mais pas un mot ne fut mentionné sur le garçon de 7 ans qui avait indiqué l'endroit exact où Catherine avait été enterrée. Olivier était assis dans la salle de jeu, écoutant la radio, ses yeux devenant de plus en plus tristes à la minute. Les autres enfants jouaient bruyamment autour de lui, ignorant qu'un véritable héros se trouvait parmi eux. « Tante Stella, pourquoi personne ne parle de moi ?» demanda-t-il doucement lorsque la puéricultrice s'approcha de lui. Stella ne savait pas quoi dire. Il lui était douloureux d'entendre le rôle d'Olivier dans le sauvetage d'une vie complètement ignorée. À l'heure du déjeuner, des journalistes du journal du district arrivèrent à l'orphelinat. Ils voulaient interviewer les enfants qui avaient été témoins du sauvetage héroïque. La directrice, Charlotte, les accueillit dans son bureau avec un sourire courtois et bien rodé. « Nos enfants sont très impressionnés par la bravoure des vaillants policiers », dit-elle aux journalistes. C'est un excellent exemple pour encourager le patriotisme et le respect des forces de l'ordre. Lorsque le journaliste demanda si les enfants connaissaient des détails de l'incident, Charlotte affirma fermement « Non, bien sûr que non.
Les enfants étaient à l'intérieur du bâtiment de l'orphelinat et n'ont rien vu. Nous protégeons soigneusement leur psychisme de tels chocs. Stella, debout dans le couloir, entendit cette conversation et sentit une montée d'indignation. Elle frappa à la porte du bureau et entra. « Charlotte, excusez-moi, mais je dois dire quelque chose », commença-t-elle en s'adressant au journaliste. « L'un de nos enfants, Olivier, 7 ans, il a aidé. » Stella, l'interrompit sèchement la directrice. « Ne distrayez pas notre journaliste avec des fantasmes d'enfants. » Mais c'est Olivier qui a montré à la police où l'infirmière avait été enterrée, insista la puéricultrice. Le journaliste leva la tête, intrigué. « Comment ça ?» Charlotte pâlit, mais se ressaisit rapidement. « Nous avons un enfant problématique avec des troubles du développement. Il a tendance à fantasmer et peut dire n'importe quoi. Stella est trop impressionnable et a cru aux inventions de l'enfant. » Le journaliste griffonna quelque chose dans son carnet, mais il était clair qu'il avait perdu tout intérêt pour le sujet. Après le départ des invités, Charlotte réprimanda vertement Stella. « Comment osez-vous dépeindre notre institution sous un mauvais jour ? Que penseront les gens s'ils apprennent que nous avons un enfant qui entend soi-disant des voix sous terre ? On pourrait nous faire fermer pour négligence de nos pupilles. » « Mais Olivier a sauvé une vie, » protesta Stella. Absurdité, la coupa la directrice. L'infirmière a été trouvée par la police grâce à leur travail professionnel et ce garçon se trouvait juste là par hasard. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte de leur bureau. Le capitaine Clint entra, tenant un petit bouquet de fleurs. « Bonjour, salua-t-il. Je voulais remercier le garçon qui nous a aidés hier. Sans lui, nous n'aurions peut-être pas sauvé Catherine à temps. » Le visage de Charlotte s'affaissa. Elle ne s'était clairement pas attendue à cette visite. « Capitaine, vous devez vous tromper. Nos enfants n'ont pas aidé à l'enquête. » Clint la regarda avec surprise. « Comment ça ? Olivier nous a montré l'endroit exact où la victime était enterrée. De plus, ses dessins ont aidé à identifier le criminel. »« C'est juste une coïncidence, » marmonna la directrice. « Une coïncidence ? » Le capitaine sortit les dessins de l'enfant de sa pochette. « Jetez un coup d'œil par vous-même. Il y a ici des détails précis de la scène de crime, la façon dont la victime a été retenue, et même le portrait du criminel. Ce garçon possède un don remarquable. » Charlotte regarda les dessins et fronça les sourcils. « Capitaine, cet enfant a de graves troubles mentaux. La semaine prochaine, nous le transférons. »« Quoi ?» s'exclama Clint, sous le choc. « Vous voulez isoler un enfant qui a sauvé une vie ? Il est dangereux pour les autres enfants, » insista la directrice. « Il raconte constamment des histoires effrayantes et fait peur aux plus petits avec ses histoires de mort. De tels enfants doivent être tenus à l'écart. » Le capitaine Clint rougit d'indignation. « C'est absurde. Le garçon n'est pas malade. Il est spécial. Les enfants comme lui doivent être protégés et leurs capacités cultivées, pas cachées du monde. »« Notre décision est finale, » répondit froidement Charlotte. « Nous avons un rapport de psychologue. »« Quel psychologue ?» demanda le capitaine, surpris. « Pour autant que je sache, personne n'a examiné cet enfant. » La directrice rougit. Elle n'avait en effet jamais fait examiner Olivier par un spécialiste. Elle prévoyait d'obtenir le rapport seulement après qu'il serait au pensionnat. « Dans tous les cas, notre décision ne changera pas, » répéta-t-elle obstinément. Le capitaine Clint se tourna et se dirigea vers la porte. « On se reverra, dit-il en partant. Et je trouverai un moyen de protéger cet enfant. » Après son départ, Charlotte appela Stella dans son bureau. « J'accélère la procédure de transfert. J'appellerai le pensionnat demain. Ce garçon ne nous apporte que des problèmes. » Ce soir-là, Stella était assise avec Olivier dans la salle à manger, l'aidant à finir son dîner. Le garçon piqua tristement ses pommes de terre avec sa fourchette et demanda soudain : « Tante Stella, qu'est-ce qu'un pensionnat pour enfants malades ?» La puéricultrice frissonna. « Comment sais-tu pour le pensionnat ? » J'ai entendu la directrice parler au téléphone. Elle a dit que j'étais anormal et que je devais être isolé des enfants en bonne santé. Le cœur de Stella se serra. Elle prit la main du garçon. « Olivier, tu es tout à fait normal. Tu as juste un don spécial. Tu peux ressentir des choses que les autres ne peuvent pas. Alors pourquoi veulent-ils m'envoyer chez des enfants malades ? Parce que les adultes ont parfois peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais je ne laisserai personne te faire de mal. Je te le promets. » Olivier hocha la tête et se blottit contre elle. « Tante Stella, est-ce que tante Catherine va mieux maintenant ?
Oui, mon petit soleil. Les médecins disent qu'elle se remet et c'est grâce à toi. Elle sait que c'est moi qui l'ai trouvée? Elle le sait et était très reconnaissante. Le garçon réfléchit un instant. Alors pourquoi ne parle-t-il pas de moi à la radio? Il ne parle que de l'oncle policier. Stella ne savait pas comment expliquer à l'enfant la cruauté et l'indifférence du monde adulte. Comment pouvait-elle dire que son acte héroïque était ignoré par peur et par préjugés? Tu sais, Olivier, dit-elle doucement, parfois, les actes les plus importants et les plus gentils passent inaperçus aux yeux des gens, mais ils ne sont jamais inaperçus au paradis. Cette nuit-là, Stella ne put pas dormir. Elle pensait à l'injustice du monde envers cet enfant spécial. Olivier avait sauvé une vie, et sa récompense était l'isolement et la stigmatisation d'être mentalement malade. Elle décida que le lendemain, elle ferait appel à toutes les autorités possibles pour empêcher le transfert du garçon au pensionnat. Le capitaine Clint avait promis de l'aider. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient protéger Olivier de l'injustice. Dehors, la pluie tombait, et la puéricultrice pensait à la femme à l'hôpital qui devait sa vie à un garçon de 7 ans. Pendant ce temps, ce garçon dormait dans un lit de l'orphelinat, ignorant que le lendemain, on pourrait le séparer des seules personnes proches de lui pour l'enfermer dans les murs gris d'un pensionnat pour enfants spéciaux. Le 3e jour après avoir été secourue, Catherine put sortir de son lit d'hôpital pour la première fois. 8 jours dans une boîte en bois sous terre avaient laissé des traces. Marcher était difficile. Sa tête tournait de faiblesse, mais le médecin avait dit que le pire était passé. Sa fille de 3 ans, Zara, était chez sa grand-mère et demandait chaque jour quand sa mère rentrerait à la maison. Catherine était assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant le ciel d'automne gris et pensant au cauchemar qu'elle avait enduré. Mais ce qui la tourmentait le plus était la question: comment un garçon de 7 ans avait-il pu savoir où elle se trouvait? Catherine était une personne pragmatique et ne croyait pas au surnaturel. Mais ce qui s'était passé défiait toute logique ordinaire. « Catherine, vous avez un visiteur », dit l'infirmière de service, jetant un coup d'œil dans la chambre. Le capitaine Clint apparut dans l'embrasure de la porte, accompagné d'une femme d'âge mûr. « Bonjour, salut. Comment vous sentez-vous? »« Merci. Beaucoup mieux, » répondit Catherine. « Les médecins disent que je pourrai rentrer chez moi dans quelques jours. »« Catherine, je veux vous présenter Stella. C'est une puéricultrice à l'orphelinat où vit le garçon qui vous a sauvé. » Stella s'avança. « Catherine, je m'appelle Stella Long. Je m'occupe d'Olivier. Ce garçon, il est spécial. » Catherine regarda attentivement la puéricultrice. « Parlez-moi de lui. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu savoir où j'étais. » Stella s'assit sur la chaise près du lit et commença à raconter l'histoire d'Olivier, la mort de sa mère et de son père, comment il s'était retrouvé à l'orphelinat et ses capacités étranges qui effrayaient les adultes. Chaque jour, il allait sur ce terrain vague et disait qu'il pouvait entendre quelqu'un respirer sous terre. Il a dessiné des images de vous dans une boîte en bois, vous a appelé par votre nom, et a dit que vous aviez une petite fille. Catherine écoutait, des frissons parcourant son corps. Mais c'est impossible. Comment un enfant aurait-il pu savoir ça? Je ne sais pas, admit honnêtement Stella. Mais le fait est qu'il vous a sauvé. Le capitaine Clint s'éclaircit la gorge. Catherine, le problème est que le garçon a de sérieux problèmes. L'administration de l'orphelinat le considère comme mentalement malade et veut le transférer dans un pensionnat spécialisé. Quoi? S'exclama Catherine, choquée. Mais il m'a sauvé la vie. La directrice de l'orphelinat prétend que c'était une coïncidence, continua le capitaine. Elle craint que la présence d'un tel enfant n'effraie les parents potentiels. Catherine essaya de se lever de son lit, mais sa tête tourna et elle se rassit. Ça ne peut pas arriver. Où est ce garçon maintenant? À l'orphelinat. Oui, répondit Stella. Mais demain, une voiture du pensionnat pourrait venir le chercher. Puis-je le voir? Bien sûr, hocha la tête le capitaine. Nous pouvons l'amener ici. 1 heure plus tard, Olivier entra dans la chambre d'hôpital. Le garçon tenait timidement la main de Stella, regardant autour de lui avec curiosité dans cet environnement inconnu. Quand il vit Catherine, ses yeux s'écarquillèrent. « Tante Catherine, vous êtes vivante. » Catherine sentit une boule se former dans sa gorge. Ce petit garçon aux yeux sérieux l'avait tiré d'une tombe. « Olivier, viens vers moi, » murmura-t-elle. Le garçon s'approcha du lit et Catherine lui prit la main. « Merci, mon chéri. Sans toi, je n'aurais jamais revu ma fille. »« Et Zara ?» demanda Olivier. « Tu pensais à elle quand tu étais dans le noir ?
Catherine le regarda avec surprise. Comment sais-tu le nom de ma fille? Olivier haussa les épaules. Je sais, c'est tout. Tu étais très inquiète qu'elle pleure sans sa maman. Des larmes coulèrent sur les joues de Catherine. Pendant les 8 jours de sa captivité, elle n'avait pensé qu'à Zara, priant pour que sa fille ne soit pas laissée orpheline. Olivier, comment savais-tu que j'étais là, sous terre? Je t'ai entendu respirer, répondit simplement le garçon. Et pleurer. J'avais tellement de peine pour toi. Catherine serra le garçon dans ses bras, ressentant à cet instant ce qu'un cœur de mère ressent pour son propre enfant, un amour inconditionnel et un désir féroce de protéger. Olivier, est-ce vrai qu'ils veulent t'envoyer au pensionnat? Demanda-t-elle. Le garçon hocha la tête. Tante, la directrice dit que je suis malade, que les enfants normaux ne se comportent pas comme ça. Tu n'es pas malade, dit fermement Catherine. Tu es spécial. Tu as un don qui aide à sauver les gens. Elle se tourna vers le capitaine Clint. Que faut-il faire pour qu'il ne soit pas envoyé au pensionnat? Il faudrait que quelqu'un le prenne en tutelle ou l'adopte, répondit le capitaine. Ou obtenir une évaluation psychologique officielle confirmant que l'enfant n'a pas de trouble. Catherine réfléchit un instant. Elle avait une jeune fille, un petit appartement d'une seule pièce en location et un salaire d'infirmière. Mais ce garçon lui avait sauvé la vie et elle ne pouvait pas permettre qu'il soit puni pour sa gentillesse. Je veux l'adopter, dit-elle de manière inattendue, même pour elle-même. Tout le monde dans la pièce se figea. Olivier la regarda avec surprise. Tu veux vraiment que je sois ton fils? Oui, répondit Catherine en lui caressant la tête. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Le garçon resta silencieux pendant quelques secondes, puis demanda doucement, est-ce que Zara s'en souciera si elle a un frère? Non, elle sera heureuse. Parfois, elle s'ennuie d'être seule. Et tu n'auras pas peur si j'entends parfois des choses étranges? Je n'aurai pas peur. Au contraire, peut-être que tu pourras aussi aider quelqu'un d'autre. Olivier la serra dans ses bras. Alors je suis d'accord pour être ton fils. Le capitaine Clint s'éclaircit la gorge. Catherine, le processus d'adoption est assez compliqué. Vous aurez besoin de certificats, de documents et d'évaluations. Je suis prête à tout, répondit-elle d'un ton décidé. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques mois, au mieux. Et le pensionnat? Il pourrait venir le chercher demain. Le capitaine Clint réfléchit. Il y a une option, dit-il après une pause. Je peux faire une déclaration officielle sur le rôle d'Olivier dans votre sauvetage. Cela pourrait faire reconsidérer leur décision à l'administration de l'orphelinat. Pouvons-nous également consulter un psychologue, ajouta Stella. Qu'ils examinent Olivier et délivrent un rapport sur sa santé mentale. D'accord, acquiesça Catherine. Je paierai pour toutes les évaluations. Le lendemain, le capitaine Clint fit en effet une déclaration officielle sur le rôle d'Olivier dans le sauvetage de l'infirmière. Il décrivit en détail comment le garçon avait identifié le lieu de sépulture exact et comment ses dessins avaient aidé à identifier le criminel. Sans l'aide de cet enfant, nous n'aurions peut-être pas sauvé la victime à temps, écrivit-il dans son rapport. Olivier a fait preuve d'une observation et d'une intuition exceptionnelles. Je considère comme inacceptable de l'isoler de la société. La psychologue Paige King, qui accepta d'examiner le garçon, passa plusieurs heures avec lui. Elle lui fit passer divers tests, des exercices de dessin, et parla avec lui sur différents sujets. L'enfant n'a pas de troubles mentaux, dit-elle à Catherine après l'évaluation. Oui, il a vécu un grave traumatisme lié à la mort de sa mère. Oui, il est plus sensible que les enfants de son âge, mais ce n'est pas une maladie. C'est une caractéristique de son psychisme et de ses capacités. La science connaît de tels cas, des enfants avec une intuition, une empathie et une capacité à ressentir les choses que les adultes ne remarquent pas. Olivier est simplement un enfant très perspicace. Armés de ces documents, Catherine et le capitaine Clint se rendirent à l'orphelinat. Charlotte les accueillit de manière extrêmement hostile. « Que voulez-vous ici ?» demanda-t-elle. La décision de transférer l'enfant a déjà été prise. Charlotte, dit calmement le capitaine, posant les documents sur la table. Voici le rapport psychologique officiel. Le garçon n'a pas de trouble. Et voici mes déclarations sur son rôle dans le sauvetage d'une vie. La directrice prit à contre-cœur les papiers et les parcourut. Cela ne change rien. L'enfant cause toujours des problèmes. Charlotte, intervint Catherine. Je veux adopter Olivier. Il m'a sauvé et je sens que c'est mon devoir de lui donner une famille. L'adopter,
demanda la directrice avec surprise. Vous comprenez dans quoi vous vous engagez? Cet enfant est un héros, l'interrompit Catherine. Et je serais heureuse d'être sa mère. Après de longues disputes et des menaces du capitaine de faire appel aux autorités supérieures, Charlotte fut forcée d'annuler le transfert d'Olivier au pensionnat. Pendant ce temps, l'histoire prit une tournure inattendue. L'un des journalistes qui avait visité l'orphelinat s'était intéressé au rôle du garçon dans le sauvetage. Il parla avec le capitaine Clint et les médecins qui avaient soigné Catherine. Une semaine plus tard, un article parut dans le journal régional sous le titre « Un garçon clairvoyant sauve la vie d'une infirmière ». L'article détaillait comment Olivier, 7 ans, de l'orphelinat, avait aidé la police à localiser l'endroit où le criminel avait séquestré l'infirmière Catherine Butler. Cet enfant extraordinaire possède un don rare, écrivit le journaliste. Il a pu sentir la présence d'une personne sous terre et indiquer avec précision le lieu de sépulture. Sans son aide, la femme aurait pu périr. L'article fut repris par les grands journaux. On parla d'Olivier à la radio et à la télévision. Le garçon devint une petite célébrité, un symbole de la façon dont l'intuition d'un enfant peut parfois surpasser la logique d'un adulte. Charlotte racontait maintenant fièrement à tout le monde l'histoire de son pupille, alors qu'une semaine plus tôt, elle avait voulu se débarrasser de lui. Pendant ce temps, le procès d'Earl Parker commença. Le criminel admit pleinement sa culpabilité. Il raconta comment il avait harcelé Catherine pendant des mois, l'avait agressée près de son immeuble et avait construit une boîte en bois pour l'enterrer. Je pensais que si elle comprenait à quel point je l'aime, elle accepterait d'être ma femme, expliqua-t-il pendant l'interrogatoire. Je ne voulais pas la tuer. Je lui apportais de l'eau et du pain. Le tribunal condamna Earl Parker à 15 ans de prison de haute sécurité pour enlèvement, séquestration et tentative de meurtre. Catherine, présente lors du prononcé de la sentence, ressentit une vague de soulagement. Justice avait été rendue. Elle pouvait maintenant commencer une nouvelle vie avec Olivier, qui était devenu non seulement son sauveur, mais son vrai fils. Après 2 mois de procédures bureaucratiques, de collecte de documents et d'attente des approbations officielles, Olivier emménagea enfin dans un petit appartement de 2 chambres au 3e étage d'un immeuble de 5 étages au centre-ville. Catherine avait économisé de l'argent et échangé son appartement d'une seule pièce contre un logement plus grand pour que chaque enfant ait sa propre chambre. Le matin de leur premier jour dans leur nouvelle maison, Olivier se réveilla dans son propre lit, dans une chambre au papier peint bleu qu'ils avaient choisi ensemble au magasin. Un pot de violettes était sur le rebord de la fenêtre. Ses dessins pendaient au mur, mais ce n'étaient plus des images effrayantes de cercueils. C'étaient des paysages lumineux et des portraits de sa nouvelle famille. « Olivier, lève-toi. Le petit déjeuner est prêt », appela Catherine depuis la cuisine. Le garçon se leva lentement, ne croyant toujours pas que ce n'était pas un rêve. De la pièce voisine venait le bavardage de Zara, 3 ans, qui racontait une histoire à sa poupée. Olivier sourit. Pour la première fois depuis des mois, son visage s'illumina d'un sourire sincère. Au petit déjeuner, Zara annonça fièrement « Olivier, tu es mon grand frère maintenant. Maman a dit que les grands frères protègent les petites sœurs. »« Je te protégerai », promit Olivier sérieusement, en étalant du beurre sur son pain. Catherine regardait les enfants, sentant son cœur se remplir de chaleur. Il n'y a pas si longtemps, elle était allongée dans une boîte en bois sous terre, pensant qu'elle ne reverrait plus jamais sa fille. Maintenant, elle avait 2 enfants, et tous 2 étaient heureux. « Maman, je peux montrer notre cour à Olivier ?» demanda Zara. « Bien sûr, mais ne vous éloignez pas trop », répondit Catherine. Dans la cour, les enfants des maisons voisines regardaient Olivier avec curiosité. Beaucoup connaissaient déjà l'histoire du garçon héroïque grâce aux journaux et aux reportages télévisés. « C'est le même Olivier qui a sauvé l'infirmière ?» murmura une fille d'environ 10 ans. « Oui, c'est lui », dit fièrement Zara. « C'est mon frère. » Olivier baissa la tête, se sentant timide. Il avait encore du mal à s'habituer à l'attention et à la célébrité. Les premières semaines, il se réveillait souvent la nuit, écoutant le silence. L'orphelinat avait toujours été bruyant, avec le ronflement des enfants, le grincement des lits, les pas des puéricultrices. Ici, il y avait une maison calme, chaleureuse et sûre. Parfois, Catherine le trouvait assis près de la fenêtre, regardant au loin vers le terrain vague. « À quoi penses-tu, mon fils ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « Il n'y a plus personne sous terre ?» demanda doucement Olivier. « Non, mon chéri. Il n'y a plus personne là-bas. Tu n'as plus besoin d'écouter la terre maintenant. Et si quelqu'un d'autre a besoin d'aide, si c'est nécessaire, tu le sentiras. »
Mais pour l'instant, sois juste un garçon ordinaire. Joue, apprends, profite de la vie, dit Catherine en le serrant contre elle. Un mois après avoir emménagé dans l'appartement, on frappa à la porte de manière inattendue. Une équipe de tournage de la chaîne de télévision régionale se tenait sur le pas de la porte. « Bonjour, nous tournons un reportage sur les enfants ayant des capacités inhabituelles », expliqua le journaliste. « Nous aimerions interviewer Olivier. » Catherine regarda son fils. « Olivier, tu veux raconter ton histoire à la télévision ?» Le garçon réfléchit un instant et hocha la tête. Peut-être que d'autres adultes croiraient que les enfants en savent parfois plus qu'il n'y paraît. L'interview s'avéra touchante. Olivier expliqua avec des mots simples comment il avait entendu un souffle faible sous terre, comment il avait dessiné ce qu'il voyait dans ses rêves, et comment les adultes ne l'avaient d'abord pas cru. « Je ne sais pas d'où ça vient », admit-il honnêtement devant la caméra. « Je sens juste parfois quand quelqu'un est en difficulté. Maman dit que c'est un don et que je devrais l'utiliser pour aider les gens. » Après la diffusion du reportage, la famille commença à recevoir des lettres de toute la région. Les gens partageaient leurs histoires, demandaient de l'aide pour retrouver des proches disparus et confiaient leurs soucis. Une lettre toucha particulièrement Catherine. C'était celle d'une femme âgée d'une ville voisine. « Cher Olivier, ma petite fille a disparu il y a 3 mois. Elle n'avait que 5 ans. La police dit que la piste est perdue. Peut-être peux-tu nous aider ? J'ai joint une photo de la petite fille. Je t'en supplie, réponds-moi. » Olivier regarda longtemps la photo de la petite fille blonde, puis secoua la tête. « Maman, je ne ressens rien. Peut-être qu'elle est trop loin. » Il ne termina pas sa phrase, mais Catherine comprit que toutes les histoires n'ont pas de fin heureuse. Au printemps, la vie de la famille était entrée dans une routine calme. Olivier commença l'école et se lia rapidement d'amitié avec ses camarades de classe. Les professeurs remarquèrent sa sensibilité inhabituelle. Le garçon sentait toujours si l'un des enfants était contrarié ou ne se sentait pas bien. « Votre fils a une empathie remarquable », dit le professeur principal d'Olivier à Catherine. « C'est comme un petit psychologue, il sait toujours comment réconforter ou aider. » Zara adorait son grand frère. Le soir, il jouait avec des poupées, Olivier lui lisait des histoires et lui apprenait à dessiner. Elle ne posait plus de questions sur son père. Elle avait Olivier, qui était à la fois une figure paternelle et un ami. Pendant l'été, la famille alla dans la maison de campagne de la mère de Catherine. Au début, la grand-mère était sceptique à propos de son petit-fils adoptif, mais elle tomba rapidement amoureuse de ce garçon calme et attentif. « Il est spécial, ton Olivier », dit-elle à sa fille. « Si sage pour son âge et si gentil. » Un jour, à la maison de campagne, un incident confirma une fois de plus les capacités inhabituelles du garçon. Le chat de la voisine avait disparu, et elle le cherchait depuis 3 jours sans succès. Olivier s'approcha de la femme affligée. « Tante Betty, est-ce que je peux chercher votre chat ? » « Vas-y, mon fils, mais où le trouveras-tu » Le garçon ferma les yeux, resta immobile pendant quelques minutes, puis marcha avec assurance vers un vieux hangar au fond de la cour. Derrière un tas de vieilles planches, il trouva un chat faible et déshydraté avec des chatons nouveau-nés. Elle était en train d'accoucher et ne pouvait pas sortir, expliqua-t-il. « Tu entends les chatons pleurer ?» La voisine pleura de joie, tenant le chat sauvé, tandis que la grand-mère disait doucement à Catherine, « Prends soin de ce garçon. Les enfants comme lui sont rares. » À la fin de l'été, Olivier avait visiblement changé. La tristesse d'adulte qui s'attardait autrefois dans ses yeux avait disparu. Il avait appris à rire, à jouer et à être simplement un enfant. Mais sa sensibilité spéciale était restée. Elle n'effrayait plus les autres, mais les aidait. En septembre, un article important parut dans le journal local, intitulé « 1 an plus tard, la vie du garçon qui a sauvé une infirmière ». Le journaliste décrivit comment la vie d'Olivier avait changé, comment il avait trouvé une famille et une maison. Cette affaire nous a montré que l'intuition d'un enfant peut être plus forte que la logique d'un adulte, pouvait-on lire dans l'article. La capacité d'Olivier à sentir la douleur et la souffrance des autres n'est pas une maladie, mais un don rare qui doit être cultivé et protégé. La société doit apprendre à écouter les enfants plutôt que de les étiqueter à la hâte. L'article fut repris dans de nombreuses publications. Un documentaire sur Olivier fut réalisé pour la télévision pour enfants. Le garçon devint un symbole que chaque enfant est unique et mérite compréhension et amour. Catherine pensait souvent à quel point les rencontres fortuites avaient façonné sa vie. Si ce n'était pas pour la persévérance de Stella, si le capitaine Clint n'avait pas osé croire au dessein d'un enfant,
si elle n'avait pas trouvé la force de prendre la responsabilité d'un enfant spécial. « Maman, tu regrettes parfois de m'avoir pris ?» demanda un jour Olivier en l'aidant à faire la vaisselle. « Regretter ?» fut surprise Catherine. « Olivier, tu m'as sauvé la vie, et puis tu es devenu mon fils. Comment pourrais-je jamais regretter ça ? D'autres mères seraient-elles capables d'aimer un garçon si inhabituel ? » Catherine le serra dans ses bras de ses mains mouillées. « Tu sais, mon fils, un cœur aimant ne voit pas les bizarreries. Il ne voit qu'une bonne personne qui a besoin d'amour et d'attention. » Ce soir-là, en couchant les enfants, Catherine leur lut une histoire sur un petit prince qui voyait avec son cœur ce que les yeux ne pouvaient pas voir. Zara s'était déjà endormie tandis qu'Olivier écoutait attentivement. « Maman, est-ce que je ressemble au petit prince ?» demanda-t-il, somnole. « Énormément, » murmura Catherine en l'embrassant sur le front. « Toi aussi tu vois avec ton cœur. » Dehors, les étoiles brillaient, et quelque part ailleurs dans la ville, d'autres familles couchaient leurs enfants. Dans cet appartement, la paix et le bonheur régnaient, le bonheur d'une famille trouvée où chaque membre était aimé et accepté pour ce qu'il était vraiment. L'histoire d'Olivier devint une leçon pour beaucoup. Elle montra que les enfants spéciaux ne devraient pas être des parias de la société. Ils ont besoin d'amour, de compréhension et de soutien pour développer leurs capacités remarquables. Après tout, ce sont parfois ces enfants, ceux que les adultes considèrent comme inhabituels, qui sont capables de sauver une vie et de rappeler au monde que les miracles se produisent là où il y a de la compassion et de la foi dans la bonté.